savais que le défi était grand en acceptant cette invitation, compte tenu du titre très ambitieux qui m'est proposé ce matin. Mais comme en plus tout ça va être répercuté sur le net, je mesure que la situation s'est aggravée. L'idée, c'est que je parle quoi une demi-heure. Une demi-heure, voilà. Ça permet de tracer un petit peu le tableau, parce qu'après, il y a ce moment d'échange qu'on aime bien, surtout avec un public averti comme vous. Merci, en tant que présidente de la Commission emploi et affaires sociales, de penser que c'est important que je puisse participer sur cette thématique aux travaux de l'UIFR, que nous apprécions beaucoup. Nous sommes 5 ans après la chute de Lehman Brothers, et le Parlement européen vient la semaine dernière de donner son accord final à la mise en place du système de supervision unique des banques avec le SSM. Est-ce qu'on en a fait assez? Et est-ce qu'on l'a fait dans la direction qui est effectivement souhaitée, à savoir le retour dans son lit de la finance pour financer l'économie réelle, y compris les défis à long terme qui sont devant nous, à un moment où d'autres ne connaîtront pas l'élection européenne, mais puisque la question américaine a été mentionnée, l'horizon défini tel que nous le connaissons tous, sur lequel il y a un consensus, ce sont les conclusions du G20. Et de ce point de vue-là, est-ce que les Américains sont beaucoup en avance sur nous? N'intégrons pas trop toutes les contraintes, parce que, y compris le Dodd-Frank Act, est sûrement un très beau document législatif, mais en termes de mise en œuvre, je crois qu'il y a une lenteur sénatoriale ou une sagesse américaine qui fait que, une sagesse entre guillemets, qui fait qu'en réalité, nous n'avons pas à rougir de notre propre bilan. Moi, je voudrais, en commençant cette intervention, non pas revenir au temps ancien, mais simplement citer 2 paragraphes des 2 épisodes du rapport crise que j'avais eu l'occasion, sur lequel j'avais eu l'occasion d'être le rapporteur du Parlement européen, dans un temps qui n'est pas si lointain que ça tout de même, puisque le premier volet daté d'octobre 2010, et où nous disions 2 paragraphes auxquels je tiens beaucoup, qui sont les paragraphes 36 et 37 de cette résolution, dans lequel j'essayais de dire qu'en réalité, la question du système financier, son enjeu, c'était quand même le soutien à l'économie réelle, l'optimisation du financement à long terme des retraites, dans un contexte de renouvellement du mode de croissance qui exige des investissements considérables dans les technologies propres. Le paragraphe suivant concluait en insistant sur le fait que la réforme de la réglementation financière ne doit pas être conduite dans le seul but d'assurer la stabilité financière, mais doit aussi prendre en compte les objectifs de développement durable. Nous sommes en octobre 2010. Et puis l'année suivante, dans le rapport final, enfin 6 mois plus tard, dans le rapport final de la commission crise, donc en juillet 2011, nous disions, paragraphe 96, est d'avis que, outre la surveillance visant à garantir la stabilité financière, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de surveillance et de prévention des bulles potentielles et d'assurer une allocation optimale des capitaux en tenant compte des défis et des objectifs macroéconomiques, ainsi que d'investir dans l'économie réelle, estimant en outre que la politique fiscale doit être utilisée à cette fin. Voilà, je commence là parce que je trouve que la séquence telle qu'on la raconte aujourd'hui est une erreur. J'ai moi-même écrit un papier qui s'appelait « Éteindre le feu, reconstruire la maison », mais on devait le faire en même temps. On avait absolument l'impératif de le faire en même temps. Alors, on avait un commissaire précédent qui, de toute façon, avait décidé qu'il ne fallait rien faire, si ce n'est la pause réglementaire, la confiance dans les acteurs de marché, et que la seule chose qu'éventuellement il fallait organiser, c'était la réglementation des agences de notation. Et puis, il a eu un successeur qui, dans toutes les réunions, présente le catalogue des mesures qu'il a mises en œuvre.
Je suis sûre que vous avez vu ce bilan, des colonnes, des couleurs, c'est absolument magnifique. Mais c'est le contraire de ce qu'on a fait au moment où on a fait le plan Lamfalussy. Alors je ne dis pas que le plan Lamfalussy était suffisant, etc. Mais ça permettait d'avoir une vision globale de là où on allait. Vous allez me dire, c'était avant la crise, ça n'a pas vu la crise venir. Mais quand même, c'était une approche qui tentait de répondre à la question là. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette épure-là. Et donc on a passé une mandature à empiler des réglementations sans vision globale de là où il fallait, si ce n'est officiellement d'éteindre le feu. Alors je sais, lorsque le commissaire Barnier étant, pour ne pas le nommer, étant très alerte, entend cet argument que je fais monter en puissance et répond sur le thème, mais qu'auriez-vous dit si je n'avais pas éteint le feu? J'entends. Simplement, ce que je crois, c'est que, au fond, de ne pas avoir, ne pas s'être imprégné de l'esprit de ce que nous proposions dans le rapport crise, nous conduit à, au fond, à une situation que moi je déplore. Bon, ça sert à rien d'avoir le regard dans le rétroviseur, hein, mais enfin, je constate que 5 ans après Lehman Brothers, tout est encore à faire pour financer l'économie réelle. Voilà. Puisqu'on est quand même dans une crise dont le propre a été d'une énorme crise de la dette, d'abord une dette privée et ensuite une dette publique, dans une Europe qui connaissait déjà un déficit d'investissement, puisque moi, à peu près depuis que je suis parlementaire, donc c'est maintenant une vieille histoire, résolution après résolution, nous insistons sur l'enjeu de la mobilisation de la capacité d'investissement public et privé. Bon, évidemment, cette crise a radicalement dégradé cette situation. Et aujourd'hui, pour parler brutalement, le transfert de la dette privée sur la dette publique, dans un contexte de finances publiques qui n'était pas toujours optimum pour financer l'investissement public déjà, conduit à ce qu'on a un déficit d'investissement dans un moment où l'Europe est sans doute le continent qui a... chaque société a ses défis d'investissement long terme. Enfin, la société européenne, là en particulier, puisqu'elle fait le choix d'un nouveau modèle de croissance qui nécessite de nouveaux investissements très consommateurs de capitaux, avec un défi démographique et avec une appétence au maintien d'un certain niveau du modèle social. Donc tout ça fait une équation où on est quand même, même si on n'est pas... on a d'autres espaces, connaître d'autres défis démographiques, inverses d'une autre, qui nécessitent autant d'investissement. Je crois que nous avons un panier d'investissements nécessaires absolument considérable. Et j'oublie au passage une quatrième orientation majeure, selon moi, qui est tout ce qui concerne l'éducation et la formation. Parce que quand on parle d'investissement public et privé, souvent on pense à du dur, à de l'infrastructure. Or, notre besoin notre capacité d'investissement dans ce secteur de l'éducation est pour moi majeur, puis c'est celui qui nous permettra de relever le défi de la globalisation.